Hello les curieux! Dans l'histoire moderne, certains dirigeants deviennent célèbres pour leur courage, d'autres pour leurs réformes, mais certains entrent dans l'histoire pour des raisons beaucoup plus sombres. Imaginez un chef d'État qui, du jour au lendemain, décide de transformer son pays en empire. Un dirigeant qui se fait couronner empereur lors d'une cérémonie extravagante directement inspirée de Napoléon. Un couronnement si coûteux qu'il engloutit une grande partie des ressources d'un pays qui en a déjà très peu. Mais c'est pas tout, parce que cet homme est accusé de crimes terrifiants, de brutalité extrême, mais aussi il y a des rumeurs de cannibalisme. Cet homme s'appelait Jean Bédel Bokassa. Pour certains, il n'était rien d'autre qu'un tyran mégalomane. Pour d'autres, il était un produit tragique de l'histoire coloniale et des luttes de pouvoir en Afrique post-indépendance. Son histoire est un mélange d'ambition, de pouvoir absolu, de richesse extravagante et de chutes spectaculaires. Aujourd'hui, on va donc plonger dans l'histoire de l'un des dirigeants les plus controversés du XXe siècle. Voici l'histoire de l'homme qui a voulu devenir empereur d'Afrique centrale. Jean Bédel Bokassa naît le 22 février 1921 dans un petit village appelé Bobangui, dans ce qui est aujourd'hui la République centrafricaine. À cette époque, le territoire est une colonie française appelée Ubangui-Chari. La vie dans cette région est dure. La population locale vit sous l'administration coloniale française qui exploite les ressources du territoire et impose un système autoritaire. Mais la vie du jeune Bokassa va rapidement être bouleversée par un drame. Son père, un chef de village, rentre en conflit avec l'administration coloniale. Selon plusieurs récits, il aurait protesté contre les abus et les violences de ce système. La réponse est brutale puisqu'il est arrêté et exécuté. Quelques jours plus tard, la mère de Bokassa, incapable de supporter la perte de son mari, se donne la mort. Le jeune Bokassa devient donc orphelin à l'âge de 6 ans. Il est recueilli par une mission catholique. C'est là qu'il reçoit une éducation religieuse et qu'il apprend le français. À cette époque, les missions chrétiennes jouent un rôle central dans l'éducation des enfants africains. Les prêtres voient chez Bokassa un enfant intelligent, mais aussi très déterminé. Certains pensent même qu'il pourrait devenir prêtre. Mais Bokassa rêve de bien d'autres choses, d'aventure, d'autorité, mais surtout, il rêve de devenir soldat. À l'âge de 18 ans, Bokassa rejoint l'armée française. Pour beaucoup de jeunes hommes africains à cette époque, l'armée représente une opportunité unique. Un salaire stable, une formation et une chance de voyager. Bokassa s'engage dans les tirailleurs africains, des unités militaires composées de soldats africains servant sous commandement français. Très vite, il se distingue par son courage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe à plusieurs campagnes militaires, mais sa carrière prend vraiment de l'ampleur dans les années suivantes. Dans les années 1950, Bokassa est envoyé combattre en Asie lors de la première guerre d'Indochine. La guerre est extrêmement violente. Les combats opposent l'armée française aux forces indépendantistes vietnamiennes. Bokassa y gagne une réputation de soldat courageux, mais aussi d'homme extrêmement dur. Il est blessé plusieurs fois au combat et ses supérieurs le décorent pour sa bravoure. Après l'Indochine, il participe également à la guerre d'Algérie, l'un des conflits les plus sanglants de la décolonisation française. Au total, Bokassa passe plus de 20 ans dans l'armée française. Il gravit les échelons et atteint le grade de capitaine. Pour un Africain dans l'armée coloniale, c'est un accomplissement remarquable. Mais le monde est en train de changer. Partout en Afrique, les colonies réclament leur indépendance. Et bientôt, le pays natal de Bokassa va lui offrir une opportunité inattendue. En 1960, la République centrafricaine obtient son indépendance. Le premier président du pays est David Dacko. À ce moment-là, Bokassa décide de quitter l'armée française pour rentrer dans son pays natal. Grâce à son expérience militaire, il devient rapidement l'un des officiers les plus importants de la nouvelle armée nationale. Et il bénéficie d'un avantage majeur. David Dacko est son cousin. Le président lui fait confiance et le nomme chef d'état-major de l'armée centrafricaine. Mais la situation du pays est fragile. L'économie est faible, les tensions politiques augmentent et aussi les rivalités de pouvoir se multiplient. Peu à peu, Bokassa commence à penser qu'il pourrait faire mieux que son cousin. Et surtout, il possède un atout décisif. Il contrôle l'armée. Et dans de nombreux pays, celui qui contrôle l'armée contrôle le pouvoir. Au milieu des années 1960, la situation en République centrafricaine devient de plus en plus instable. Le président David Dacko tente de maintenir le contrôle du pays, mais l'économie se détériore très rapidement. Les caisses de l'État se vident, la corruption est omniprésente, et dans l'ombre, les rivalités politiques deviennent de plus en plus dangereuses. Au cœur de ce système se trouve un homme, Jean Bédel Bokassa. À cette époque, Bokassa est donc chef d'état-major de l'armée, et cela lui donne un avantage énorme.
Dans un pays fragile, l'armée représente souvent la véritable force du pouvoir. Mais Bokassa commence à sentir que sa position est menacée. Le président Dako envisage de créer une nouvelle unité de sécurité qui pourrait rivaliser avec l'armée. Et pour Bokassa, c'est une ligne rouge. Il interprète cette décision comme une tentative de l'écarter. Et dans son esprit, une seule solution s'impose, prendre le pouvoir. La nuit du 31 décembre 1965, alors que le pays s'apprête à célébrer la nouvelle année, Bokassa passe à l'action. Avec l'aide de plusieurs officiers fidèles, il mobilise les troupes. Les soldats prennent le contrôle des points stratégiques de la capitale Bangui, la radio nationale, les bâtiments gouvernementaux, les postes militaires, et le plan se déroule rapidement. Le président David Dako est arrêté sans véritable résistance, et au matin du 1er janvier 1966, la République centrafricaine a un nouveau dirigeant, Jean Bédel Bokassa. Sans grande effusion de sang, le coup d'État est terminé. Mais ce qui vient ensuite va profondément transformer le pays. Dès son arrivée au pouvoir, Bokassa ne perd pas de temps. Il dissout l'Assemblée nationale, il suspend la Constitution et il interdit tous les partis politiques. Officiellement, il promet de restaurer l'ordre et de lutter contre la corruption. Mais très vite, il concentre tout le pouvoir entre ses mains. Bokassa se nomme lui-même président de la République, chef du gouvernement, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Il devient littéralement l'État à lui seul. Dans les premières années, certains citoyens voient pourtant son arrivée d'un bon œil. Beaucoup espèrent qu'un ancien militaire discipliné pourra stabiliser le pays. Et au début, Bokassa tente de projeter l'image d'un dirigeant proche du peuple. Il visite les villages, il serre des mains, il distribue parfois de l'argent aux habitants. Mais derrière cette image publique, une autre réalité se met en place. Peu à peu, le régime devient plus dur. Les opposants politiques disparaissent, les critiques sont réduites au silence et toute contestation devient dangereuse. La prison de Ngarakba à Bangui commence à se remplir. Au fil des années, Bokassa développe une fascination pour les titres et les honneurs. Il se voit comme un grand chef militaire, presque comme un héros national. Et pour refléter cette image, il accumule les titres impressionnants. Il se proclame maréchal de l'armée centrafricaine, président à vie et chef suprême de la nation. Mais c'est pas suffisant. Bokassa commence à s'entourer d'un protocole de plus en plus extravagant. Les cérémonies deviennent grandioses, les uniformes militaires se couvrent de décorations, et Bokassa se met à porter des costumes inspirés des empereurs européens. Beaucoup de témoins racontent qu'il adorait les symboles de pouvoir, les couronnes, les trônes et les uniformes dorés. Et plus les années passent, plus son ambition grandit. Dans son esprit, être président ne suffit plus. Il veut quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand. Pendant toute cette période, Bokassa entretient une relation très particulière avec la France. La Centrafrique reste fortement liée à son ancienne puissance coloniale, et Bokassa lui-même a passé plus de 20 ans dans l'armée française. Il connaît de nombreux officiers et responsables politiques. Parmi eux se trouve notamment Valéry Giscard d'Estaing, qui deviendra président de la République en 1974. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Au début, la France voit Bokassa comme un allié stratégique. Dans le contexte de la guerre froide, les puissances occidentales souhaitent maintenir leur influence en Afrique, et Bokassa apparaît comme un dirigeant fiable. La France lui fournit alors une aide militaire, un soutien diplomatique et une assistance économique. Mais cette relation va aussi devenir extrêmement controversée, parce que Bokassa mène un train de vie de plus en plus extravagant, et certaines rumeurs commencent à circuler. On parle de cadeaux luxueux offerts à des responsables français, notamment des diamants. Cette affaire deviendra plus tard un énorme scandale politique. Mais à ce moment-là, Bokassa est encore solidement installé au pouvoir, et il prépare déjà son prochain coup. Au début des années 70, Bokassa commence à développer une idée radicale. Il ne veut plus être simplement président, il veut être empereur. Cette idée peut sembler absurde, mais dans l'esprit de Bokassa, elle est totalement logique. Il admire profondément Napoléon Bonaparte. Il voit en Napoléon un modèle de pouvoir et de grandeur. Et comme Napoléon avant lui, Bokassa décide qu'il va se couronner lui-même. En 1976, il annonce une décision spectaculaire. La République centrafricaine disparaît et le pays devient désormais Empire centrafricain. Et Bokassa prend un nouveau titre, Sa Majesté impériale Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Le monde entier est stupéfait, mais c'est que le début. Parce que Bokassa prépare un des événements les plus extravagants de la politique moderne. Un couronnement qui va coûter des millions.
et qui restera gravé dans l'histoire comme un des spectacles les plus démesurés jamais organisés par un chef d'État. Lorsque Jean Bédel Bokassa annonce en 1976 que la République centrafricaine devient l'Empire centrafricain, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un changement symbolique. Mais très vite, il devient clair que Bokassa prend cette idée extrêmement au sérieux. Dans son esprit, il ne s'agit pas seulement d'un titre honorifique. Il veut créer un véritable empire. Un empire avec une cour impériale, un empire avec des cérémonies grandioses et un empire avec un empereur glorifié. Et surtout avec un couronnement digne des plus grands empereurs de l'histoire. Il étudie en détail le célèbre couronnement de Napoléon en 1804. Les uniformes, les carrosses, la couronne, les symboles impériaux, tout doit être reproduit. Mais Bokassa veut aller encore plus loin. Il veut organiser le couronnement le plus spectaculaire jamais vu en Afrique. La date est fixée, 4 décembre 1977. La capitale Bangui se prépare à accueillir un événement monumental. Des mois de préparation sont nécessaires. Des artisans européens sont même engagés pour fabriquer des objets impériaux. Parmi eux, Bokassa commande une couronne en or incrustée de diamants, un trône monumental en forme d'aigle doré, des costumes impériaux brodés d'or et des carrosses inspirés de ceux de Napoléon. Le trône est particulièrement spectaculaire. Il représente un immense aigle doré avec les ailes déployées. Au centre se trouve un siège recouvert de velours rouge. C'est là que Bokassa doit s'asseoir en tant qu'empereur. La couronne, quant à elle, est sertie de milliers de pierres précieuses. Elle pèse plusieurs kilos. Mais le détail le plus incroyable est peut-être le manteau impérial. Une cape gigantesque, décorée d'hermine et de broderies d'or, traîne derrière l'empereur sur plusieurs mètres. Elle est si lourde que plusieurs assistants doivent l'aider à la porter. Tout est pensé pour impressionner et pour montrer au monde la grandeur du nouvel empire. Mais il y a un problème, un énorme problème, c'est que la Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et pourtant, Bokassa dépense une somme astronomique pour cette cérémonie. Le coût total du couronnement est estimé à plus de 20 millions de dollars. À l'époque, c'est une somme colossale. Pour donner une idée de l'ampleur, cette cérémonie représente une grande partie du budget national du pays. Et pendant que l'empereur prépare son trône d'or, une grande partie de la population vit dans une pauvreté extrême. Dans les villages, beaucoup de familles manquent de nourriture, les infrastructures du pays sont limitées, et les écoles et les hôpitaux manquent de moyens. Mais pour Bokassa, le couronnement doit être parfait. Il veut marquer l'histoire. Et pendant quelques heures, il y parvient. Le matin du 4 décembre 1977, Bangui est en effervescence. Des centaines d'invités étrangers arrivent. Des chefs d'État, des diplomates et des représentants internationaux assistent à la cérémonie. Mais beaucoup de dirigeants étrangers choisissent de ne pas venir. Certains considèrent l'événement comme une extravagance ridicule. Malgré ça, la cérémonie commence. Dans un immense palais, décoré pour l'occasion, l'empereur fait son entrée. Bokassa porte un uniforme impérial spectaculaire. Son manteau rouge traîne derrière lui. Sa poitrine est recouverte de décorations militaires et les trompettes résonnent. La musique solennelle envahit la salle, puis vient le moment le plus symbolique. Comme Napoléon, Bokassa décide de se couronner lui-même. Il prend la couronne impériale et la pose sur sa propre tête. À cet instant, il devient officiellement Sa Majesté impériale Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Le spectacle est grandiose, mais pour beaucoup d'observateurs internationaux, la cérémonie ressemble davantage à une démonstration de mégalomanie. Après le couronnement, Bokassa tente de transformer son pays en véritable empire. Il crée une cour impériale, des titres nobles apparaissent, des cérémonies officielles se multiplient, mais dans la réalité, la situation du pays ne s'améliore pas. Derrière le faste et la cérémonie impériale, la situation du pays continue de se détériorer. L'économie est fragile, les finances publiques sont presque vides et une grande partie de la population vit dans une pauvreté extrême. Mais pendant ce temps, Bokassa maintient un train de vie extravagant. Il possède des dizaines de voitures de luxe, plusieurs palais, des uniformes impériaux coûteux et une collection impressionnante de décorations militaires. Un style de vie qui est vraiment en contraste avec la réalité du pays. Un pays où les routes sont en mauvais état, où les écoles manquent de matériel et où il y a très peu de médecins. Peu à peu, la frustration de la population grandit. En 1979, une décision du gouvernement va provoquer une crise majeure.
Bokassa annonce que tous les élèves du pays doivent désormais porter un uniforme scolaire officiel. Et ces uniformes doivent être achetés auprès d'une entreprise liée à Bokassa lui-même. Pour de nombreuses familles, c'est un coût impossible à supporter. Très vite, des manifestations étudiantes éclatent dans plusieurs villes. Les élèves descendent dans les rues pour protester. Ils dénoncent la corruption et les décisions du gouvernement. Au début, ces manifestations restent relativement pacifiques, mais le régime impérial ne tolère aucune contestation. La réponse des autorités est brutale, la police et l'armée interviennent. Certains étudiants sont arrêtés et selon plusieurs témoignages, certains manifestants sont détenus dans des conditions extrêmement dures. En avril 1979, la répression atteint un niveau dramatique. Plusieurs rapports informent que des dizaines d'étudiants ont été tués lors d'opérations militaires de répression. Certains témoignages affirment que Bokassa lui-même aurait participé aux violences dans une des prisons de Bangui. Ces accusations restent débattues par les historiens, et ce qui est certain, c'est que ces événements provoquent une onde de choc internationale. Les images et les témoignages circulent. Et de nombreux gouvernements commencent à condamner ouvertement le régime impérial. Même les alliés traditionnels de Bokassa commencent à s'inquiéter. Parmi eux se trouve un pays particulièrement important, la France. Depuis longtemps, Bokassa a entretenu une relation étroite avec la France. Mais à la fin des années 70, cette relation commence à se détériorer. Plusieurs scandales éclatent. L'un des plus célèbres concerne les diamants offerts à des responsables français. Cette affaire, qui sera plus tard l'affaire des diamants, provoque une crise politique en France. Le président français de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, est accusé d'avoir accepté des cadeaux précieux de la part de Bokassa. Le scandale devient énorme et il fragilise les relations entre les deux pays. Dans le même temps, la répression en Centrafrique devient de plus en plus difficile à ignorer. Pour la France, à ce moment-là, soutenir Bokassa devient politiquement risqué. Et à Paris, certains responsables commencent à envisager une solution radicale, renverser l'empereur. En septembre 1979, l'occasion se présente. Bokassa quitte le pays pour un voyage officiel en Libye. Et pendant son absence, la France lance une opération militaire secrète. Cette intervention porte un nom, Opération Barracuda. Des parachutistes français sont envoyés à Bangui. L'opération se déroule extrêmement rapidement. Les forces françaises prennent le contrôle de la capitale et le pouvoir est immédiatement transféré à l'ancien président David Dacko. L'Empire centrafricain disparaît presque du jour au lendemain. La République centrafricaine est restaurée. Et l'empereur Bokassa ne reviendra jamais au pouvoir. Lorsque Bokassa apprend ce qui s'est passé, il se trouve toujours à l'étranger. Il est désormais un empereur sans empire. Il se réfugie d'abord en Côte d'Ivoire, puis en France. Pendant plusieurs années, il vit en exil. Dans certaines interviews, il affirme avoir été trahi et il accuse la France d'avoir comploté contre lui. Mais pendant ce temps, de nouvelles accusations commencent à émerger. Certaines sont particulièrement choquantes. Des rumeurs circulent affirmant que Bokassa aurait pratiqué le cannibalisme. Selon ces accusations, certains restes humains auraient été retrouvés dans la cuisine de son palais. Ces accusations font évidemment le tour du monde, mais elles restent extrêmement controversées. Bokassa a toujours nié ces accusations. Nous, on n'a pas de preuves, mais il y a quand même un doute quand tu retrouves des restes humains dans une cuisine. Après la chute de l'Empire centrafricain en 1979, Jean Bédel Bokassa passe plusieurs années en exil. Pendant un temps, il vit en France, dans un château situé près de Paris. Malgré la chute spectaculaire de son régime, Bokassa refuse d'abandonner l'idée qu'il reste une figure importante de l'histoire de son pays. Dans certaines interviews, il affirme même qu'il pourrait un jour revenir au pouvoir. Mais les années passent et peu à peu, l'ancien empereur disparaît du devant de la scène politique internationale. Et pourtant, en 1986, Bokassa prend une décision qui surprend tout le monde. Il décide de rentrer en République centrafricaine. Ce retour est extrêmement risqué, parce qu'il sait parfaitement qu'il risque d'être arrêté. Mais malgré ça, il monte dans un avion et atterrit à Bangui. À peine arrivé, il est immédiatement arrêté par les autorités. L'ancien empereur va désormais devoir répondre de ses actes devant la justice. Le procès de Bokassa commence en 1986. Il devient rapidement l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire de la Centrafrique. Les accusations sont nombreuses et graves. Détournement d'argent public, abus de pouvoir, meurtre et implication dans la répression violente des manifestations étudiantes de 1979. Les audiences attirent l'attention du monde entier
et pour la première fois, l'ancien empereur doit répondre publiquement aux accusations portées contre lui. Durant le procès, Bokassa adopte une attitude surprenante. Par moments, il se montre calme et digne, et à d'autres moments, il se met en colère et rejette toutes les accusations. Il affirme qu'il a toujours agi dans l'intérêt de son pays. Concernant les accusations les plus choquantes, notamment celles de cannibalisme, il les rejette catégoriquement. Selon lui, ces accusations auraient été inventées par ses ennemis pour détruire sa réputation. Le procès dure plusieurs mois, et finalement, le verdict tombe. En 1987, la Cour rend sa décision. Jean Bédel Bokassa est reconnu coupable de plusieurs crimes graves. La sentence est lourde puisqu'il est condamné à la peine de mort. Pour beaucoup d'observateurs, cette condamnation marque la fin définitive de cet ancien empereur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque quelques mois plus tard, la sentence est commuée. La peine de mort est alors remplacée par la prison à perpétuité. Puis quelques années plus tard, une nouvelle décision est prise, la peine est encore réduite. Finalement, Bokassa est libéré de prison en 1993. Après sa libération, Bokassa retourne vivre dans son ancien palais de Berango, situé à quelques kilomètres de Bangui. Mais cette fois, il ne règne plus sur un empire. Il mène une vie beaucoup plus discrète. Les années de pouvoir et les controverses ont profondément marqué son image. Pour beaucoup de Centrafricains, il reste un symbole de dictature et d'excès. Pour d'autres, il représente une période complexe de l'histoire du pays. Malgré tout, il continue à affirmer qu'il a été incompris et qu'un jour, l'histoire jugera son règne différemment. Le 3 novembre 1996, Jean Bédel Bokassa meurt à l'âge de 75 ans. Il est enterré en Centrafrique. L'histoire de Bokassa reste l'une des plus étonnantes du XXe siècle. C'est l'histoire d'un homme qui a connu une ascension spectaculaire. Un enfant devenu soldat, un soldat devenu président et un président devenu empereur. Mais c'est aussi l'histoire d'un pouvoir qui a fini par s'effondrer sous le poids de ses excès. Son règne reste entouré de controverses. Certaines accusations restent débattues, certaines histoires sont devenues presque légendaires. Et une chose est certaine, le règne de Bokassa restera à jamais l'un des épisodes les plus incroyables de l'histoire politique africaine. J'espère que cette histoire t'aura plu. Surtout, oublie pas de t'abonner juste ici. N'hésite pas à commenter, à liker. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.